Voilà. Bon, je lance l'enregistrement, c'est bon. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, probablement, on va se contenter d'une présentation uniquement en français, vu que les arabophones, avec ce changement de euh, mot de passe, password, bah, apparemment, ils ne sont pas habitués à ça. Et le sujet, la peur, reine des émotions et ses différents masques. Et d'ailleurs, c'est un enchaînement de ce qu'on a déjà commencé. Nous poursuivons dans cette conférence ce que nous avons commencé lors de la leçon précédente, le 7 mai 2025, qui portait sur la réponse à une question fondamentale et centrale qui a attiré l'attention de nombreux followers et spectateurs, à savoir comment transformer un repas en séance de méditation. Nous nous inspirons dans cette présentation d'un ouvrage précieux écrit par Karen Cohen intitulé Les causes psychologiques de la prise de poids. Moi, j'ai la traduction en arabe, c'est ce livre, il est traduit en arabe. Son titre original en anglais, The Rules of Normal Eating. Et un autre livre, c'est le mien, Encyclopédie de l'Ayurveda. C'est un gros livre que je viens de sortir, la cinquième édition. Il a eu un succès vraiment considérable parce que c'était le premier et le seul à l'époque qui groupe toutes les connaissances de l'Ayurveda, essentielles bien sûr, en arabe. Donc, ces deux références pour préparer essentiellement cet exposé. Le dernier point que nous avons abordé dans la conférence précédente était la nécessité d'adopter une attitude de souplesse et de flexibilité envers nos sentiments et nos émotions. Vivez-les et laissez-les s'estomper, dit Karen Cohen, qui rappelle et insiste sur la nécessité d'observer ses sentiments et ses émotions sans les juger ou les condamner. Elle dit à la page 195, abstenez-vous de porter des jugements sur vos émotions. Faites plutôt preuve d'empathie et de curiosité envers elles. C'est d'ailleurs ce que nous a enseigné la sage Tenzin Palmo, qui répète sans cesse ce conseil: détendez-vous et laissez vos émotions et vos sentiments remonter à la surface. Traitez-les avec bienveillance, considérez-les comme un voisin agaçant et ennuyeux, au lieu de vous lancer dans une dispute stérile qui ne fera qu'aggraver et multiplier les désaccords et vous épuisera inutilement. Offrez-lui une tasse de café ou de thé. Engagez le dialogue avec lui et écoutez-le. Fin de citation. Donc là, sous-titre: réprimer la peur la transforme en colère. C'est ce que la sage Tenzin Palmo appelle dialoguer avec ses émotions, c'est-à-dire accepter d'abord l'émotion, par exemple la peur, et reconnaître que nous avons peur, puis dialoguer avec cette peur avec bienveillance. Pourquoi nous rend-elle visite? Qu'est-ce qui la motive?
Tenzin Palmo ajoute, considérez votre peur comme un patient dans votre cabinet. Là, ça m'a tellement inspiré ce conseil. Donnez-lui l'occasion de parler, d'exprimer ce qu'il ressent et de dire pourquoi il est inquiet et effrayé. Donc, exactement cette peur comme un patient et mettez-vous à la place ou considérez-vous comme un psychothérapeute et discutez avec votre peur. C'est un conseil simple, mais essentiel, voire précieux, dont l'efficacité a été prouvée. Il nous permet, il nous permet de mieux nous comprendre et nous apprend à écouter notre fort intérieur. En revanche, refuser et réprimer cette peur la fait se dissimuler derrière une autre émotion, comme la colère, ce qui complique encore les choses. C'est précisément ce que dit Cohen, page 196. Si vous identifiez vos sentiments comme la colère, creusez plus profondément, car la colère est généralement une émotion secondaire qui masque et protège ou défend d'autres émotions telles que l'impuissance, la peur, la blessure ou l'abandon. Fin de citation. Il convient ici de réfléchir à ce que nous venons d'évoquer à propos de la peur. C'est en effet l'émotion la plus capable de se dissimuler et de se déguiser, car elle peut se présenter sous différents visages, autres que son vrai visage, qu'elle parvient souvent à cacher sous d'autres masques tels que la colère, la cupidité, l'avidité ou d'autres sentiments et émotions négatifs. L'Ayurveda ou médecine indienne offre une explication claire et convaincante de cette caractéristique de la peur qui se cache sous le voile d'autres émotions négatives. Selon l'Ayurveda, la peur est l'émotion négative principale du tempérament air ou vent. On l'appelle Vata. Et en sanskrit et dans le Rig Veda, Vayu. Vayu, c'est le vent ou le dieu du vent. Alors que la colère est l'émotion négative principale de l'humeur feu ou pitta. L'émotion négative principale du troisième et dernier humeur, le tempérament, c'est l'humeur d'eau. Et la cupidité et l'avidité. Donc, la troisième émotion du troisième humeur, c'est la cupidité. Le tempérament d'air ou vent, vata, est comme l'air et le vent. Il est invisible et ne se manifeste que par ses actions. La caractéristique principale du vent ou du tempérament aérien est qu'il agite les autres humeurs, tout comme le vent agite le feu et le feu est brûlé et s'enflammer, et tout comme le vent agite l'eau et la transforme en vague déferlante. De la même manière, le tempérament aérien, vata, agite les deux autres humeurs, le tempérament du feu, pitta, et l'humeur aquatique, kapha. Selon l'Ayurveda, l'humeur aérienne est le plus délicat et le plus fragile. C'est le premier à perdre son équilibre et il peut imiter les autres tempéraments, ce qui peut nous amener à croire que Pitta
et qu'à façon perturbée et à l'origine d'un problème. Alors que plus de la moitié des troubles physiologiques trouvent leur origine dans le vent, comme le confirment les sources ayurvédiques. Celles-ci attribuent à Vata le titre de roi des doshas, c'est-à-dire roi des tempéraments ou roi des humeurs. Lorsque le vent est en équilibre, son équilibre se reflète automatiquement sur les deux autres humeurs. Le Rig Veda, le plus ancien livre du monde, dit du vent, Vayu, il dit, sa voix est audible, mais sa puissance est invisible. Et Sushruta, l'un des grands sages et médecins de l'Ayurveda, dit à son sujet, c'est-à-dire du Vayu ou Vata, il est imperceptible, invisible, indéfinissable, mais il est visible par ses actions. Sutra 42.5. La peur est une émotion issue et résultante du tempérament du vent Vata et elle possède les différentes caractéristiques et particularités de ce tempérament. Tout comme lui, elle est invisible et imperceptible et peut se dissimuler, imiter et reproduire d'autres émotions telles que la colère, la cupidité ou l'avidité. Nous pensons alors, par exemple, que nous sommes en colère, alors qu'en réalité, c'est la peur qui motive et suscite notre colère. Il en va de même pour la cupidité, l'amour de la possession et l'avarice, car c'est souvent la peur qui motive ces émotions négatives et les exacerbe. Nous pouvons donc dire de la peur ce que l'Ayurveda dit de Vata. La peur est la reine des émotions. Lorsque nous rétablissons l'équilibre perdu de cette émotion négative et que nous réduisons ainsi son intensité, cet équilibre de la peur se répercute automatiquement sur les deux autres émotions, la colère et la cupidité. D'où l'importance et la nécessité de travailler en permanence sur la peur et de veiller à ne pas perturber l'équilibre de cette émotion ancrée dans le cerveau humain et héritée de nos ancêtres dans leur lutte acharnée pour la vie et la survie. Et là, on en revient à ce que dit l'auteur Karen Cohen à propos de sa recommandation de ne pas résister aux émotions. Elle dit, écartez doucement votre résistance à ces émotions. Acceptez le fait qu'elles vous rendent visite. Accueillez-les et laissez-les prendre leur temps jusqu'à ce qu'elles s'estompent, en vous rappelant qu'elles finiront par s'estomper. Cette certitude empirique et expérimentale quant à la nature éphémère et momentanée des émotions négatives est fondamentale et extrêmement importante pour apprendre à bien les gérer. En effet, en résistant à ces sentiments, en les rejetant et en les repoussant, nous ne faisons que les exacerber et les aggraver et leur conférer un caractère rebondissant alors que le simple fait de les observer consciemment
et attentivement, sans les suivre, ni se laisser emporter par eux, contribue à leur reflux, tout comme les vagues se retirent inévitablement après avoir frappé les rochers du rivage. Là, un nouveau titre, sous-titre, apprendre à écouter les signaux du corps. L'objectif principal de cette présentation simplifiée de la gestion des émotions reste la réfutation des arguments des adeptes de l'alimentation émotionnelle. À cet égard, Cowing conclut et affirme: votre vie s'améliorera radicalement et automatiquement si vous cessez de vous réfugier dans la nourriture pour échapper à vos troubles psychologiques. Il est très commun que les gens mangent par compensation, pour compenser une émotion ou bien une perte, etc. Son exposé, bien que long et approfondi, et, et approfondi de nombreux détails psychologiques, reste cohérent et logique et montre que la santé mentale et physique de l'être humain sont interdépendantes et ne peuvent être séparées ni réifiées. L'auteur insiste sur un point qu'elle résume dans la phrase suivante, page 136. Je peux apprendre à mon corps, à me donner au moment opportun le signal de manger ou de m'arrêter de manger. C'est un conseil que donne la sage Tenzin Palmo elle-même. Elle dit: apprenez à écouter votre corps, à observer ses sensations et à comprendre comment vous ressentez les différentes émotions dans votre corps. Comment vous ressentez dans votre corps les émotions. Fin de citation. Il est dans la nature du corps et dans ses bonnes habitudes, voire dans son instinct, d'envoyer des signaux de faim et de satiété. Cependant, avec notre gourmandise et nos envies de nourriture, nous ignorons ces signaux, perturbant ainsi notre capacité innée à les écouter et à les suivre. Le résultat est alors inévitable et Cowing le résume ainsi, page 126. C'est le fait de ne pas écouter les signaux que mon corps m'envoie concernant la faim, la satiété ou la plénitude qui me fera grossir. Fin de citation. L'écoute exige le silence et la vigilance. Et celui qui dévore son repas alors que son attention est distraite par diverses choses, comme écouter une conversation, participer à une discussion animée ou regarder la télé, ne sera pas en mesure d'écouter les signaux de son corps. Cowing réaffirme l'importance et la nécessité de cette écoute, qu'elle associe à une philosophie simple de l'alimentation et à la nécessité d'en profiter. Page 137, elle dit: une relation naturelle avec la nourriture consiste à écouter les signaux de son corps et à faire les bons choix. Cette relation est également axée sur le plaisir, la satisfaction, la satiété, la confiance en soi et surtout le plaisir de manger. Fin de citation. Ce que nous pouvons ajouter ici au propos de l'auteur Cowing, c'est
Savourer la nourriture exige de l'attention. Nous mangeons souvent sans apprécier notre nourriture, ni même la savourer, car nous sommes préoccupés par d'autres choses. Maintenant, les bases d'une alimentation saine. L'un des fondements de la philosophie alimentaire de Karen Cohen, page 125, est le suivant. Aucun aliment ne peut être qualifié de bon ou de mauvais, mais nous pouvons qualifier tout aliment de l'un de ces deux adjectifs, sain ou malsain. Cette remarque semble pertinente car nous avons été élevés, par exemple au Moyen-Orient, dans le respect de la nourriture. Cette nourriture est considérée comme un don de Dieu. Il n'est donc pas correct de la qualifier de mauvaise. En Inde, ils vont encore plus loin en disant que food is God, la nourriture est Dieu, car c'est un don précieux de sa part et il n'y a pas de vie sans elle. Cohen donne un certain nombre de conseils utiles dans le cadre de son slogan général qui dit rappelez-vous toujours que c'est la façon dont vous mangez qui compte et non pas la quantité. C'est la façon et non la quantité. Parmi ces nombreux conseils, nous avons choisi les suivants et par ça on conclut. 1. Restez attentif aux sensations de votre corps lorsque vous mangez et évitez toute forme de tension pendant le repas. En libanais, on dit littéralement des aliments, on dit ils sont descendus comme du poison dans mon estomac. Et ceci lorsqu'on mange dans un état de colère, de contrariété ou de tristesse. 2. Mangez lentement et par petites bouchées. Et après chaque 3 ou 4 bouchées, arrêtez-vous un instant et contemplez votre nourriture. Observez ce qui reste et demandez-vous si vous appréciez votre repas ou non. Puis cherchez la raison. 3. Pendant que vous mangez, fermez les yeux de temps en temps et concentrez-vous sur votre bouche et le chemin que prend la nourriture pour arriver à votre estomac. Une sorte de méditation, mais pour un petit laps de temps. 4. Lorsque vous avalez ce que vous avez dans la bouche, prenez 3 longues inspirations et expirez profondément. Longue expiration pour montrer que vous appréciez votre repas. Sinon, pourquoi manger si vous ne savourez pas votre repas? 5. Observez votre corps pour voir s'il y a des signes de tension ou d'inconfort lorsque vous commencez à manger. Répétez l'opération 1 ou 2 fois pendant le repas. Si vous remarquez une tension, arrêtez immédiatement de manger et détendez la zone tendue jusqu'à ce que la tension disparaisse. Puis, continuez à manger. 6. Entraînez-vous à manger sans vous laisser distraire par autre chose, ne serait-ce qu'une fois par jour. Cette pratique accélère le rétablissement du lien entre la nourriture et votre corps. Cela signifie pas de télévision, pas de radio, pas de téléphone, ni rien d'autre comme la lecture ou Internet. Rien ne doit vous distraire pendant que vous mangez.
7. Veuillez à ne pas vous laisser distraire par ce que les autres mangent ou disent et ne vous préoccupez pas d'autre chose que la nourriture, comme le travail. Voilà, et en conclusion, l'auteur Cohen insiste sur la nécessité de la persévérance et de la patience, car on ne peut pas changer ses habitudes alimentaires d'un simple clic. D'autant plus que les habitudes sont une seconde nature. Elle dit, réaffirmez-vous une fois de plus que le changement ne se fera pas du jour au lendemain. Et rappelez-vous ce que vous avez appris sur le changement. Deux points, il est cumulatif et lent. Finalement, changer nos habitudes alimentaires change toute notre vie. En effet, le mode d'alimentation naturel n'est pas seulement une façon de manger, c'est aussi un art de vivre, une vision des choses et une croyance. Elle dit l'essentiel est que changer votre mode d'alimentation va au-delà d'un simple changement dans votre relation à la nourriture. Cela va changer de nombreux aspects de votre vie. Changer votre mode d'alimentation améliorera les moindres détails de votre vie, chaque minute de votre existence. Alors, prenez courage et lancez-vous. Fin de citation. La question mérite bien sûr que l'on y consacre des efforts, de l'attention et du temps, car elle concerne la santé humaine, qui est ce que l'on a de plus précieux. Reste enfin quelques remarques à faire sur ce livre dont, dont l'idée est simple, qui est la suivante. Il faut adopter un mode d'alimentation naturelle et cela a un impact sur la santé. Ce principe simple et important nécessite-t-il vraiment toutes ces explications pour remplir 335 pages de l'ouvrage de Cohen? Il ne fait aucun doute qu'il y a beaucoup de bavardage, d'ennuis et de détails hors sujet. De plus, l'auteur néglige également de nombreuses mauvaises habitudes alimentaires, notamment les aliments riches en toxines blanches, le sucre, le sel, le lait et la farine blanche. Un régime alimentaire naturel peut-il, à lui seul, protéger une personne des effets néfastes et des conséquences négatives de ces aliments? À notre avis, la proposition de l'auteur reste importante, imposante même, mais elle n'est pas suffisante en soi et doit être complétée par quelques conseils médicaux de la naturopathie et de l'Ayurveda. Voilà, et grand merci pour votre écoute.